20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. La société civile a endeuillé Aboubakry Mbodj, fervent militant des droits humains, s'est éteint en France des suites d'une longue maladie. Dans ce journal, le portrait d'un ardent défenseur des droits de l'homme. Toujours hors de chez nous, au Gabon, cette fois-ci, assassinat d'un commerçant sénégalais. Amadou Ba, c'est son nom. Il a été retrouvé dans sa boutique à Franceville, son corps gisant dans une mare de sang. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de sa mort. Le Parti socialiste dans la tourmente avec l'arrestation de Bamba Fall et 9 autres de ses camarades de parti. Le tribunal de Dakar a refusé du Monde ce jeudi. Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Malick Gakou et d'autres personnalités politiques ont fait le déplacement pour soutenir les prévenus mis en cause dans des incidents survenus à la maison du Parti socialiste et qui remontent au 5 mars 2016. Une affaire qui n'aurait jamais dû atterrir au tribunal selon des membres de la jeunesse pour la démocratie et le socialisme. Serigne Assane Kane est leur porte-parole. Vous l'entendrez dans ce journal. La commission de régulation du secteur de l'électricité à pied d'œuvre pour revoir la grille tarifaire à la baisse, conformément à la décision du chef de l'État. Des travaux entrepris par Sénélec, un budget de 3 milliards devrait permettre de réaliser les recommandations de cette commission. Et puis, ça y est, les Lions ont quitté Dakar, destination Congo-Brazzaville, où ils vont disputer 2 matchs face au pays hôte et la Libye, avant de rallier le pays organisateur, le Gabon. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Le monde des droits de l'homme endeuillé avec la disparition d'Aboubakry Mbodj, le secrétaire général de la RADDHO, est décédé en France des suites d'une longue maladie. Combattant acharné des droits humains, il a succédé à Alioune Tine à la tête de la RADDHO en 2012. Ibou Diouf nous dresse le portrait de l'homme qui a milité toute sa vie durant en faveur des droits humains. Il était dans tous les combats, surtout s'il s'agissait de défendre et de protéger les droits humains à l'échelle nationale et internationale. Aboubakry Mbodj tire sa révérence le 5 janvier à Paris. Le défunt secrétaire de la RADDHO s'est beaucoup investi pour la promotion de l'éducation aux droits humains et à la citoyenneté par la vulgarisation des instruments nationaux et internationaux. Il rappelait avec fierté ses origines. En 1961 ci dëkk bu tudd Ndorbos nekk ci commune de Ndioum département de Podor. Mais également sur son cursus scolaire. maa ngi aussi def sama école primaire dëkk bu tudd Sinthiou Dangde defee sama étude secondaire lycée Charles de Gaulle foofu la amee sama bac ñu orienté ma université Cheikh Anta Diop département de philosophie foofu la amee sama maîtrise philosophie et ma def benn diplôme d'études approfondies maanaam DEA. Il était malade depuis un certain temps, ce qui lui a valu son évacuation en France. Le secrétaire général de la Rencontre africaine des droits de l'homme, Aboubakry Mbodj, était philosophe, anthropologue de formation. Il avait pris les rênes de la RADDHO en 2013 pour succéder à Alioune Tine. Aboubakry Mbodj était membre fondateur du comité d'initiative mis en place en 1988-1989, qui a été à l'origine de la création de la Rencontre africaine des droits de l'homme. Que Dieu ait pitié de son âme. Autre mort, cette fois-ci à Franceville, au Gabon. Un Sénégalais âgé de 45 ans, commerçant de son état, a été assassiné dans sa boutique. Le drame a eu lieu dans la nuit du mercredi au jeudi. La victime répond au nom d'Amadou Ba. Il est originaire de Matam. Son corps a été retrouvé ce matin, gisant dans une mare de sang. Une enquête a été ouverte pour élucider les conditions de sa mort. Parlons de l'actualité politico-judiciaire à présent avec l'audition de Bamba Fall et 9 autres mises en cause dans le saccage de la maison du PS. Et tout de suite, nous retrouvons Dissa Préra de l'autre côté de la ligne en direct du tribunal de Dakar. Bonsoir Dissa. Bonsoir Sarah Tissé. Alors on peut dire et de deux pour Bamba Fall et les 9 co-accusés puisqu'ils ont à nouveau bénéficié d'un retour de parquet.
Effectivement, comme vous l'avez dit, et de 2 pour Bamba Fall et ses 8 autres co-accusés. Deuxième retour de parquet. Après le face-à-face avec le procureur, ce dernier a finalement transmis le dossier au doyen des juges du premier cabinet. Désormais, donc, c'est à Samba Fall de s'occuper de cette affaire. Un retour de parquet qui, selon Maître Essed Sall, permettra aussi aux avocats, à la dizaine d'avocats, de mieux s'imprégner du dossier et de bien défendre le maire de la Médina et ses co-accusés. Un dossier qui est parti pour durer longtemps, toujours selon les propos de Maître Essed Sall. Pour rappel, ces jeunes sont accusés de tentative d'assassinat, de menace de mort, de destruction de biens appartenant à autrui et d'injure publique, cela suite au saccage de la maison du Parti socialiste le 5 mars 2016. Donc Bamba Fall et ses co-accusés vont retrouver demain le tribunal, mais cette fois-ci ils feront face ils feront face, comme je disais Sarah, à Samba Fall qui est le juge du premier cabinet qui fera l'instruction de ce dossier. C'est en résumé ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé aujourd'hui et de ce qui s'est dit au tribunal de Dakar. Merci beaucoup Dissa Prera pour toutes ces précisions. Nous restons avec ce sujet pour parler de responsables et membres du PS qui fustigent la démarche des responsables du parti. Selon ces derniers, les conflits internes doivent se régler au niveau des instances du Parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng, dont le comportement est décrié, est appelé à revoir sa démarche. Al-Hassan Ba, Modou Diop. Nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Nous restons toujours avec ces ennuis judiciaires dont nous parlons depuis le début de ce journal. Cette fois-ci pour recueillir l'avis de la jeunesse pour la démocratie et le socialisme qui accuse la direction du parti d'avoir livré des camarades à la justice. La JDS l'invite à retirer la plainte et laisser les structures internes du PS gérer le contentieux. Serigne Hassan Kane est le porte-parole de ces jeunes. Nous l'écoutons. Nous tenons à lancer un appel à la direction du Parti socialiste à revenir à la raison. Parce que le parti dispose en son sein de mécanismes démocratiques qui lui permettent de trancher dans la sérénité, mais également dans la justice, les contentieux entre les militants du Parti socialiste. Mais il est regrettable de constater que la direction a choisi de livrer certains camarades, certains responsables à la police, ce qui est tout à fait regrettable. Parce que le problème qui se pose, c'est que tous les mécanismes de débat sont verrouillés à l'intérieur du parti. Il y a la commission de discipline. Ces 9 personnes qui sont aujourd'hui arrêtées n'ont jamais été entendues par la commission de discipline, mais elles ont été livrées directement à la police, ce qui est contraire à l'esprit de camaraderie. Il y a également le comité des sages qui devait convoquer l'ensemble des protagonistes pour ensemble trouver une solution de manière tout à fait pacifique. Retour sur la réaction des responsables et membres du PS que j'ai évoqué tantôt. Ils fustigent la démarche donc des responsables du parti. Selon ces derniers, les conflits internes doivent se régler au niveau des instances et non au tribunal de Dakar. Nous les écoutons dans ce reportage signé Al-Hassan Ba. L'histoire retiendra un conflit interne au Parti socialiste réglé en justice. Il est vraiment inacceptable, à la limite indigne pour le Parti socialiste, pour nous socialistes, de vouloir résoudre nos problèmes devant les tribunaux. C'est inacceptable parce que nous savons qu'au Parti socialiste, nous avons cette culture de la concertation, nous avons ce sens du consensus. Il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, de bouder nos instances. On peut tout régler à travers nos instances. Moi, je croyais que le problème actuel, on devait le régler dans les instances du parti. Mais du fait que eux, ils veulent soutenir Macky Sall. Un aveu d'échec d'Ousmane Tanor Dieng au moment où des instances existent au sein de la formation pour régler de tels cas. C'est honteux. Moi, Mami Gueye, j'ai le cœur meurtri envers Ousmane Tanor Dieng, notre secrétaire général qu'on a toujours respecté, qu'on a toujours fait loyauté et dignité vers lui. Nous, vraiment, le département de Dakar, les femmes du département de Dakar sont vraiment désolées du
comportement de notre secrétaire général qu'on a tout fait pour lui. Les responsables qui devaient régler le problème ne l'ont pas fait. Et c'est dommage. Si ça ne dépendait que de moi, Khalifa Sall et Ousmane Tanor Dieng vont à nouveau travailler ensemble. Ousmane Tanor Dieng doit refuser que les gens le montent contre Khalifa Sall. Le président Ousmane Tanor Dieng, n'est-ce pas, à reprendre, n'est-ce pas, son travail de père de famille. Parce que si cela continue comme ça, ce serait malheureusement, n'est-ce pas, un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Et ce ne serait pas bon pour lui. C'est quelqu'un que nous avons tout le temps respecté, c'est quelqu'un que nous avons accompagné. Le divorce entre les pros Khalifa Sall et les pros Tanor semble davantage se dessiner. Pour la jeunesse montante du PS, l'on retiendra que sous la direction du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, des socialistes sont amenés devant la justice pour des faits internes au Parti socialiste. Et même son de cloche du côté des citoyens interrogés par nos reporters. Ils se désolent de la tournure des événements et nos interlocuteurs plaident plutôt pour un règlement de la crise à l'interne. Écoutons-les dans ce micro-trottoir signé Aminata Mbaresso et Thierno Laurent Mendy. C'est un problème entre PS. C'est à eux de régler ce problème. Notre justice n'est pas là pour ces choses-là, c'est futilité. Comme il y a eu des bagarres et des échauffourées au niveau de la maison du Parti Socialiste, je crois qu'il est tout à fait normal que la justice fasse son travail. Je crois qu'ils vont régler ça, ils vont lancer leur salle là, ensemble d'abord, avant d'aller au tribunal comme ça là. C'est tellement honteux quoi. Je dis que c'est un problème politique qu'ils ont voulu régler par la justice. Je ne suis pas du PS et je suis d'aucun parti. Donc, mais c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est horrible ce qui se passe dans ce pays. Ils ont mis la politique d'avant, ils n'ont pas mis leurs intérêts d'abord. La paix. Uniquement la paix. Discuter ça entre Oui, discuter sans aller à la police ni à la gendarmerie. Vraiment, ça ne vaut pas le coup. Le PS, c'est un grand parti, un parti historique. Je crois qu'on doit laisser la justice faire son travail. Direction Sédhiou à présent, limogeage de Jean-Pierre Senghor à la tête du PRODAC, le programme national des domaines agricoles communautaires. Les habitants laissent éclater leur colère et pour cause, depuis 2012, selon ces derniers, date à laquelle le chef de l'État a accédé au pouvoir, Sédhiou n'a hérité que d'un seul poste et voilà que le nommé à ce poste a fait tout simplement long feu. Bakary Conté, ça l'assemble pour la correspondance. Limogeage de M. Jean-Pierre Senghor à la tête du PRODAC. Les populations de Sédhiou sont très remontées. Sédhiou réclame un ministre. Sédhiou a tout le temps réclamé un poste ministériel. Le poste ministériel, ça veut dire plein de choses. Les régions demandent des postes ministériels. Sédhiou y demande. Depuis lors jusqu'à présent, on ne voit rien. Donc Jean-Pierre que les gens ont confiance. Jean-Pierre que les gens sont en train de dire qu'il est ministrable. Jean-Pierre que les gens sont en train de dire que le gouvernement sénégalais, le gouvernement de Macky Sall va compenser le poste de coordinateur national du PRODAC à un poste ministériel. Aujourd'hui, cette personne-là a été destituée. Donc Sédhiou n'a pas de yakar. On n'a plus de confiance. Des responsables politiques de l'APR avancent. Je ne suis pas là pour faire la promotion d'une personne. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai constaté, Jean-Pierre a beaucoup fait ici. Je ne dis pas dans le département de Sédhiou, où il est issu, mais dans toute la région naturelle de la Casamance. Partout où on l'appelle, il est là présent. Partout où on l'appelle, ici, la région de la Casamance naturelle, personne ne me démentira. Les chefs religieux demandent à Macky Sall la confiance que lui a légué le chef de l'État. Nous sommes bien conscients de ça et qu'on prie aussi pour ce président pour qu'il réussisse à son émergence. Mais qu'il ne nous oublie pas parce que Jean-Pierre est un de nos fils, un de nos amis qui a bien vite compris notre message. Le message des religieux de Pakao et le travail, l'éducation et l'émergence
comme l'a souhaité le chef de l'État. Des chefs religieux du Pakao, des apéristes et le mouvement Agir Ensemble avec JP comptent rencontrer le président Macky Sall pour lui expliquer la situation politique réelle de la région de Sédhiou. Et de Sédhiou, nous mettons cap sur le centre du pays où un forage du PUDC sème la zizanie entre deux municipalités du département de Linguère. Sambaba, l'édile de Tessékéré accuse son collègue de Fanaï de vouloir s'accaparer un village de sa localité. L'État est interpellé pour éviter le pire entre ces deux communes voisines, Modoumbaya. Le torchon brûle entre le maire de Fanaï dans le département de Podor et celui de Tessékéré dans le département de Linguère. Un nouveau forage construit par le PUDC à Ganarel, un village frontalier avec les deux communes, est à l'origine de cette discorde. Chacun d'eux réclame l'appartenance du village à sa collectivité locale. Le maire de Fanaï est venu à Ganarel pour faire croire à la population que le village appartient à sa commune. Le forage est construit par le PUDC, mais le maire déclare qu'il a été réalisé par le conseil municipal de Fanaï. Sambaba accuse le maire de Fanaï d'avoir privé de l'eau à 13 villages et 8 hameaux situés dans la commune de Tessékéré. Ce qui est plus grave, il a privé de l'eau à 13 villages qui payent leurs taxes à la municipalité de Tessékéré dans l'arrondissement de Yang. Le conseiller économique, social et environnemental Sidel Samba Awa, par ailleurs membre du conseil municipal de Tessékéré, interpelle les autorités administratives de Podor et de Linguère. 1950 la du Magla. Moi, je suis né en 1950 à Ouidou-Tingoli, mais je n'ai jamais entendu une seule fois que Ganarel n'appartient pas à Tessékéré. Face à cette difficulté, le maire de Tessékéré et ses conseillers municipaux demandent l'intervention des autorités étatiques pour éviter le pire entre les populations de sa localité et celles de la commune de Fanaï. Parlons environnement à présent. Cher Kanté propose l'application du concept pollueur-payeur au port autonome de Dakar. Objectif, la préservation de l'environnement dans l'espace portuaire. Une idée émise lors du séminaire de sensibilisation et d'échange sur la gestion des déchets au port autonome de Dakar. Le directeur du port que je vous propose d'écouter au micro de Dame Banda. Au niveau des moyens techniques et financiers mis en place pour la gestion de la pollution, le port autonome de Dakar a procédé à l'acquisition de matériel adéquat pour la prévention et la lutte, sans compter de nombreuses actions définies autour d'une politique environnementale structurée en phase avec nos orientations stratégiques. Pour toutes ces raisons évoquées, il me paraît nécessaire de créer les conditions pour l'adoption d'une charte de gestion durable de la pollution et de procéder ainsi à la formulation d'une réponse opérationnelle à toutes les questions liées à la gestion durable de la pollution au niveau du port autonome de Dakar. Nous fondons donc beaucoup d'espoir sur vos recommandations innovantes afin que nous puissions ensemble opérer les changements nécessaires et nous donner les moyens d'appliquer au port de Dakar le principe pollueur qui est appliqué dans tous les ports modernes et pourquoi pas chez nous. Et dans sa lutte pour la préservation de l'environnement au niveau de l'espace portuaire, le directeur général du port peut compter sur le soutien du ministre de l'Assainissement. Selon Omar Gueye, présent également à cette rencontre, eh bien, il n'est pas normal que des industries polluent et que le port plutôt paie pour dépolluer. Je vous propose de l'écouter, lui aussi, toujours au micro de Damandao. 75% de notre commerce transite par le port autonome de Dakar. À travers le port autonome de Dakar, l'État du Sénégal engrange des recettes extrêmement importantes pour le budget national. C'est la raison pour laquelle c'est une préoccupation au plus haut niveau, c'est-à-dire son Excellence Monsieur le Président Macky Sall et tout le gouvernement, pour que le port soit toujours dans de bonnes conditions d'exploitation. Le principe pollueur-payeur est sorti, c'est-à-dire ceux qui polluent vont payer. Il n'est pas normal que des industries polluent et que ce soit la direction générale du port qui sort de son budget pour faire la dépollution. Mais présentement, quelque chose va être fait. On peut dire qu'on partira
au temps zéro, les conditions initiales, le port s'occupera de ça. Mais dans l'avenir, tous ceux qui vont polluer sur le plan d'eau vont payer. Donc nous les suggérons, nous les invitons à installer des systèmes de pré-traitement pour faire en sorte que les rejets soient déjà pré-traités avant d'arriver au niveau du plan d'eau. Voilà, donc vous avez sans doute dû rectifier par vous-même, Oumar Gueye, ministre de l'économie maritime et non de l'assainissement. Un quota de 25% dans tous les projets de logements sociaux, c'est la revendication des femmes de Thiès. C'était au cours d'un panel organisé par l'Union des coopératives de construction et d'habitat. Ces femmes exigent des solutions de la part de l'État pour un meilleur accès de la femme à l'habitat social. Reportage de Cheikh Anta Diop Saïlatir. Elles sont venues de toutes les localités de Thiès. Ces femmes, regroupées autour des groupements de femmes, ont répondu à l'appel pour échanger sur la problématique du genre dans l'habitat social. La problématique du genre dans l'habitat social doit être réellement prise en compte. C'est l'avis exprimé par les femmes de Thiès lors d'une journée de réflexion organisée par l'Union régionale des coopératives de construction et d'habitat sur le thème femmes et habitat social. La question du logement est une question fondamentale dans la sécurité des familles. J'ai demandé à notre ministre de l'Habitat, notre frère Diène Farba, de porter la revendication des femmes pour un quota de 25% dans tous les projets de logement et que des conditionnalités soient de mise avec les promoteurs privés pour qu'on applique ce quota-là. Et je sais que Diène Farba portera la revendication des femmes sénégalaises par la voix des femmes thiessoises. Parce que le président Macky a déjà montré sa volonté politique. Il a montré le chemin pour qu'on élimine toutes les formes de discrimination. Dans leur plan d'action, ces femmes comptent aller jusqu'au bout de leur logique pour que les disparités et les inégalités autour de la question soient définitivement réglées. Nous sommes en train de voir, au sortir, est-ce que nous pourrons avoir des solutions, des suggestions à faire à notre ministère de tutelle pour pouvoir arriver à faciliter l'accès à l'habitat social aux femmes. Voilà un peu le but de cette conférence-là d'aujourd'hui. À travers cette rencontre, elles ont décliné des propositions de solutions après avoir revisité les réformes exprimées dans la nouvelle loi d'orientation sur le foncier. Après l'annonce d'une baisse prochaine sur l'électricité par le chef de l'État Macky Sall, la commission de régulation du secteur se penche sur l'élaboration d'une nouvelle grille tarifaire. Des travaux en partenariat avec la Sénélec et un budget de 3 milliards devraient permettre de réaliser les recommandations de cette commission. Les détails, c'est avec le président de la CRSE, Ibrahim Amadou Sarr, qui a fait face à la presse ce matin. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye. Après l'annonce, les modalités à présent, la commission de régulation du secteur de l'électricité a pied d'œuvre pour l'application de la baisse de 10% sur le coût des factures. Une nouvelle formule. Il faut noter que cette année, le gouvernement a versé à Sénélec un montant de 7 milliards au titre de la compensation, mais ce montant a été corrigé par la commission en le déduisant du revenu maximum autorisé en 2016. Par ailleurs, il faut noter que l'État a eu, entre 2012 et 2015, a versé à Sénélec des compensations de revenus de plus de 280 milliards de francs CFA. Une indexation trimestrielle, des recommandations formulées, un nouveau mécanisme. Dans le cadre des indexations, le taux pour ajuster à la hausse ou à la baisse des tarifs doit être moins 5 ou plus 5%. Dans les conditions actuelles, la dernière revue qu'on a effectuée au 1er octobre, les tarifs devraient baisser de moins 2%. Mais la réglementation prévoit que dans ce seuil, les tarifs ne bougent pas. Premier bimestre 2017, date officiellement fixée par le président de la République. Mais une question se pose, celle de la faisabilité. Rassurez-nous, M. Sarr. Techniquement, aujourd'hui, pour calculer ces 10%, les mettre dans la grille tarifaire, ça ne prend pas trop de temps. Sénélec va demander à l'État une compense, sans doute. Sénélec pourrait être amené aussi à considérer que moi, Sénélec, je considère que si on m'enlève 30 milliards de mon revenu, ça n'empêche pas que je puisse exploiter convenablement. Les experts désignés pour accompagner la mesure se donnent rendez-vous en fin janvier pour finaliser les travaux avec la Sénélec. D'ici là, les consommateurs attendent de voir une répercussion sur leurs factures.
La campagne de commercialisation de l'arachide se déroule bien. C'est le constat fait par la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et des transporteurs. En un mois, 63 000 tonnes d'arachide pour un coût global de 15 milliards ont été écoulées. Le kilogramme de l'arachide se vend à 237 francs à leur niveau. La Fédération a tenu son point de presse ce matin à son siège. Compte rendu signé Ousmane Niang Amadouba. Polémique sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Les opérateurs économiques de la coopération des oléagineux de Kaolack se prononcent et clarifient en disant que tout va bien. À notre niveau, il n'y a aucun problème parce qu'actuellement, on continue à réceptionner comme on le fait depuis le début de la campagne. On réceptionne, comme vous pouvez le voir, on est en train de décharger les camions. Donc il n'y a aucun impact sur la commercialisation actuellement au moment où je vous parle. Puisqu'on parvient à décharger 1000 tonnes par jour. Hier, on a fait un peu moins de 1000 tonnes parce que le seco est plein. Donc, on s'est déplacé sur un autre seco pour continuer le déchargement. Donc, il n'y a aucun impact à notre niveau. Aujourd'hui, ces opérateurs ont eu à écouler 63 000 tonnes avec l'achat des huiliers. La somme totale est estimée à 15 milliards en un mois. Les 15 milliards, c'est par rapport à ce qu'on a acheté actuellement. Parce que chez nous, Copéol, par exemple, les 28 000 tonnes qu'on a achetées, ça fait plus de 5 milliards qui ont été payés. Pareil pour Sunoor, pareil pour Wao. Donc si vous prenez l'ensemble, si vous valorisez les 64 000 tonnes, ça fait les 15 milliards dont ils parlent. Pour ce faire, ils ont aussi parlé sur le coût du prix de l'arachide. Le prix de l'arachide aux producteurs, c'est 210 francs. Mais nous, le prix Caro Usine, c'est 237,7. Tout se passe bien, alhamdoulilah. Il n'y a aucun problème. La campagne de commercialisation de l'arachide suscite chaque année un débat concernant surtout le prix. C'est pourquoi ces opérateurs économiques de la Copéol rassurent les populations en leur disant que tout va se passer très bien. Rufisque à présent, la communauté mandingue qui vit à Rufisque n'est pas insensible sur la situation, plutôt à la situation qui prévaut en Gambie. Lors d'une manifestation culturelle, initiateurs et parrains ont invité à la paix. C'était en présence de nos correspondants à Rufisque, Ousseinou Thiam et Bera Diagne. La communauté mandingue de Rufisque se préoccupe beaucoup de la situation post-électorale qui prévaut en Gambie. En journée culturelle, cette communauté invite les différents protagonistes à la paix, mais aussi au respect de la volonté populaire. Tout ce qui se passe en Gambie, vraiment, je crois que les Sénégalais, les Gambiens, la communauté internationale voudraient que vraiment qu'il y ait la paix, qu'on puisse vraiment s'en sortir dans la paix et l'entente. Et la démocratie aussi devrait triompher. On ne devrait pas fouler aux pieds l'expression de la population. Si toutefois, ceux qui ne veulent pas entendre raison, il faudra qu'on leur fasse entendre raison. Je prie pour que tout se passe dans la paix et que le verdict des urnes, qu'on puisse vraiment l'appliquer. Venu parrainer cette manifestation culturelle de la communauté mandingue, le responsable de l'Alliance pour la République justifie son choix. Je m'associe à cette communauté pour vraiment faire en sorte qu'on puisse avoir seulement la paix. On ne puisse laisser personne en rade. Donc si toutefois une communauté est en train de se réunir autour de la culture, nous l'accompagnons puisque ça nous mène vers le développement. Une communauté certes préoccupée par le climat qui règne en Gambie, mais qui s'engage à accompagner la mouvance présidentielle en vue des compétitions électorales qui se profilent. Restons avec la Gambie, justement, avec cette information qui vient de nous parvenir. Yaya Jammeh aurait limogé son ambassadeur au Sénégal, l'ambassadeur de la Gambie au Sénégal. Une information de jeuneafrique.com. Aucune explication officielle n'a été fournie sur le site, mais tout porte à croire que Mamadou Ndiaye, l'ambassadeur en question, paie pour sa prise de position en faveur d'une passation de pouvoir pacifique entre Yaya Jammeh et Adama Barrow, qui l'avait tantôt évoqué. L'actualité sportive à présent.
sport, c'est du foot naturellement pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017 qui se déroulera prochainement au Gabon. Sachez que l'équipe nationale a improvisé une séance d'entraînement qui semble être la dernière avant de rallier le Congo. C'était ce matin. Une séance axée sur la tactique de jeu à adopter selon Lamine Gassama. Le défenseur des Lions estime que les matchs de poule seront âprement disputés, même si l'essentiel est de faire une bonne entrée en la matière. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Fall. Un sport très positif parce qu'on a fait une bonne campagne, on a réussi à gagner nos 6 matchs. Donc on est confiant et on sait que cette CAN va être très difficile. Les 2 précédentes CAN ont été mauvaises pour nous, donc on a à cœur de se racheter et de faire une belle compétition. Vous savez, il faut s'entraîner pour être performant, il faut répéter les gammes, il faut travailler et créer encore plus d'automatisme. Donc on sait que ça passera par beaucoup de travail, beaucoup d'écoute, et si on arrive à faire tout ça, je pense qu'on peut faire un beau parcours dans cette CAN. Le groupe qu'on a est relevé avec des joueurs capables de garder le ballon et de mettre n'importe quelle équipe en difficulté. Donc on bosse là-dessus et on fait le maximum justement pour écouter les consignes du coach pour être performant. Je pense que les 3 matchs vont être très compliqués. Après, je pense que le premier, faudra envoyer un signal fort parce qu'on sait très bien que dans ce genre de compétition, si on a la chance de gagner le premier match, tout peut aller très vite. Donc le premier match, on va le prendre très au sérieux et faire le maximum pour gagner ce premier match. Et puis à la veille de leur départ pour le Congo-Brazzaville, en route vers le Gabon, les Lions ont reçu la visite de Youssou N'Dour dans leur hôtel. Le lead vocal du Super Étoile était en compagnie d'une autre fierté de la musique nationale, Oumar Pène. Au sortir de leur entretien avec les Lions, Youssou N'Dour a précisé leur avoir demandé de bien honorer toute une nation qui fonde beaucoup d'espoir sur eux et qu'ils aient comme seule préoccupation sur le terrain la victoire. Propos recueillis par Daniel Diouf et Missan Louis. Je suis venu avec Oumar Pène. Oumar Pène qu'on connaît chanteur, mais c'est quelqu'un qui adore le football. Moi j'en sais quelque chose. On a énormément commenté des matchs de l'équipe nationale et tout. À la veille de leur départ, il était normal qu'on les assure d'une chose, que le peuple est collé à l'équipe nationale. Ça c'était important, c'était un engagement aussi qu'on avait pris en 2000 et qu'on a repris devant eux. On leur a promis, une fois arrivés ici avec vraiment la performance que nous attendons, nous allons les accueillir avec effectivement pour célébrer cela. On leur a dit aussi de se lâcher. Tu vois, nous connaissons un tout petit peu les pressions exercées par les clubs sur les joueurs et qui se lâchent, et qu'on leur a dit aussi qu'il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui ont eu beaucoup plus de notoriété avec leur performance au niveau de l'équipe nationale. Donc nous avons échangé, Aliou a pris la parole, Oumar Pène a pris la parole pour parler du côté sportif, et moi je suis très confiant avec cette équipe et je leur ai dit aussi, comme je l'ai dit au palais, généralement le Sénégalais, on dit le Sénégalais se débrouille toujours pour avoir quelque chose, et quand il faut se battre, des fois ils ne amènent pas. Et je pense que ce message-là, il est passé, et nous avons confiance, nous allons suivre cette équipe pas à pas, et nous allons veiller aussi au niveau de l'autorité pour que les choses se passent normalement, parce qu'il n'est pas question quand même qu'on soit éliminé en dehors du terrain. Et pour terminer cette actualité sportive, le ministre des Sports qui était en visite au stade Alassane Djigo de Pikine ce matin, Matar Ba, estime que les travaux de réfection ont permis d'avoir un stade tout neuf. Le patron du département des Sports invite les Pikinois à bien entretenir la nouvelle infrastructure. Matar Ba que nous écoutons au micro de Malal Junior Diagne et Pape Khalingay. Je suis satisfait parce que ce n'est pas la première fois que je viens. J'ai suivi les travaux par étapes. J'ai visité la tribune, la nouvelle, et l'ancienne qui a été réhabilitée. Donc c'est un prototype extrêmement important parce que vous pouvez faire le tour du Sénégal, vous ne trouverez pas un stade comme ça qui dispose de 2 tribunes couvertes. Pikine a la chance d'avoir ça. Nous pensons effectivement que au-delà de l'inauguration, il faudra anticiper parce que vous pouvez le voir, ça c'est un investissement énorme, c'est du solide. Mais pour pouvoir bien l'utiliser, il faut bien le gérer. Donc nous avons anticipé sur les réunions
pour mettre en place un bon comité de gestion qui rassemble l'ensemble des acteurs et nous serons là pour veiller à ce que l'infrastructure soit bien gérée. Il y a des caméras de surveillance ici parce que nous n'aimerions pas que demain qu'il y ait un match de Navetan ou un autre match ou une autre organisation, qu'on voit des gens venir couper le gazon pour mettre des gris-gris ou autre chose. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que nous avons vécu la même chose après la réhabilitation par les Chinois. Après quelques années, c'était un champ de patates. On ne peut pas revenir avec cette même situation ici, parce que l'investissement il est énorme et le Sénégal n'a pas que le sport comme priorité. N'oublions pas que les 1,4 milliard qu'on a mis ici, même plus, c'est l'argent des Sénégalais, c'est des deniers publics. Personne n'aura le droit de faire autre chose que de le préserver. C'est pourquoi nous travaillerons avec le comité de gestion pour les accompagner dans la formation, mais dans la prise en charge de cette belle infrastructure. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, c'est l'invité du 20h. Antoine Diouf reçoit l'avocat maître Ousmane Sey. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée.